Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Coin Recherche, épisode I de notre saison 2 qui a pour but de faire un lien entre d'un côté la combinatoire des mots, et donc notamment les mots parfaitement amassants, et de l'autre côté les modules bandes-briques de certaines algèbres aimables qui correspondent à la partie théorie des représentations d'algèbres. Ça fait un petit 2 mois quand même que je n'avais pas proposé un nouveau numéro de Coin Recherche, étant donné qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites en 2 mois, notamment la fin de l'écriture de ma thèse, et puis 2-3 choses liées à ma candidature d'ATER. Bref, je vous passe tous les détails, j'en ai déjà parlé en examen. Et donc j'ai pas eu vraiment le temps de me repencher sur les points recherche, et je suis content d'avoir pu enfin me poser un emploi du temps qui semble tenir jusqu'à maintenant, et essayer de vous proposer un nouveau numéro de coin recherche une fois par mois. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. J'ai pas envie de lâcher l'affaire avec les coins recherche parce que je pense que c'est intéressant pour vous peut-être d'avoir une certaine culture de ce qui peut se faire en recherche actuellement dans les mathématiques. Alors certes, vous n'aurez quasiment que mon point de vue, c'est-à-dire des recherches que je fais actuellement ou des choses que j'apprends actuellement. Donc évidemment, il ne va pas y avoir beaucoup de choses en termes analytiques ou avec des fonctions, ou voilà, ne vous attendez pas forcément à beaucoup de choses autour de ces sujets d'équations différentielles et tout ça. Mais je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous de voir quand même à quoi ça peut ressembler ce qu'on fait en recherche. Et donc je tiens beaucoup à continuer ce concept de coin recherche tant que cela est possible. Bref, maintenant que cela est dit, on va donc reprendre cette saison 2 avec ce nouvel épisode qui a pour but de vous parler de ce que sont les modules bandes-briques d'une algèbre localement aimable. Alors, juste pour la petite histoire, j'ai peut-être également en profiter pour faire un rappel sur tout ce que j'ai raconté déjà sur la saison 2, et je vais faire un rappel très bref. J'ai commencé par vous raconter des choses en combinatoire des mots, et donc notamment ce que c'était un mot parfaitement amassant, ce que c'est la transformation de Burrows-Wheeler, d'ailleurs la transformation de Gestel-Rottenauer, j'en ai parlé également. Donc je vous ai parlé de ces choses-là. Je vous ai ensuite fait une petite interlude, alors petite quand même de quelques épisodes, sur les méandres. Donc ce que sont ces objets combinatoires, et notamment les méandres arc-en-ciel et leur lien avec les mots parfaitement amassants. C'est pas pour rien que j'en parle, c'est parce qu'elles vont avoir un lien avec la suite de notre histoire. J'ai ensuite entamé une discussion sur la théorie de représentation de Carquois, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un angle plus géométrique à la chose, en vous parlant d'abord de surface munie d'une dissection dualisable, puis je vous ai fait un rappel, ou en tout cas je vous ai donné les définitions de Carquois relation aimable, Carquois relation localement aimable et Carquois relation corde. Ce sur quoi on va se pencher davantage, c'est les Carquois relations localement aimables. Et aujourd'hui, on va parler des modules bandes-briques. À la base, j'avais peut-être l'intention de m'étendre un petit peu plus sur le dernier résultat que j'ai donné à l'épisode 2H. Ce dernier résultat avec pas mal de références. Et je pensais vous donner peut-être une esquisse de la preuve. Malheureusement, si je me lance à faire ça, j'ai bien peur que cela puisse me prendre beaucoup de temps, notamment une vidéo entière de coin recherche. Ce qui est assez dommage, à mon avis en tout cas, ce qui serait assez dommage, et j'ai bien peur que ça étant donné que je chercherai à simplifier la preuve, ou en tout cas essayer de simplifier au moins son explication, ou les points importants de cette preuve, j'ai peur de vous perdre en fait par rapport à la compréhension du sujet. Donc je préfère ne pas aborder le sujet d'esquisse de preuve de ce résultat-là, et plutôt me concentrer sur l'histoire principale que j'essaie de vous amener pour enfin énoncer le résultat que je vais tenter de vous énoncer à la fin de toute cette affaire. Bref, maintenant que cela est dit et que tout est installé, on va pouvoir se pencher donc sur cette histoire de module bandes-briques d'une algèbre localement aimable. Alors là, je vais skipper beaucoup de passages dans cette histoire, parce que je pourrais éventuellement vous faire tout un blabla autour des modules sur une algèbre aimable, mais ce blabla, je l'ai déjà en grande partie fait dans la saison 1. J'ai pas forcément besoin de tout ce blabla, et comme je l'avais dit au tout début de la saison 2, j'aimerais vraiment que cette saison soit indépendante de la saison 1. Néanmoins,
Si vous voulez en savoir davantage sur ce que sont les modules sur une algèbre aimable ou localement aimable, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à l'épisode 2i que je vais vous mettre en description si vous voulez voir à quoi ressemblent tous les modules d'une certaine algèbre aimable, voire localement aimable, ça marche aussi, voire même corde, ça marche encore. Mais voilà, ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre l'histoire que je vais vous raconter un petit peu plus brièvement aujourd'hui. Et donc, là, je vais amener un terme important donc, de mon récit, puisque je vous rappelle que dans le titre, il y avait module bande brique de certaines algèbres aimables. Là, il va falloir que je vous raconte un petit peu ce que sont ces choses-là. Donc les modules bandes, c'est une famille assez particulière de tous les modules qu'on pourrait avoir sur les algèbres aimables. Alors pour vous raconter cette histoire, je vais prendre un unique exemple et je ne vais pas vous redonner les définitions pompeuses de toute la terminologie. Je vais les mentionner, je vais même parler de certains résultats ou reparler de certains résultats que j'ai déjà parlé dans la première saison, mais je vais essayer, je dis bien, je ne sais pas à quel point ça va être simple, ou compliqué, on va dire, mais je vais tenter de vous parler de tout ça sans aller dans trop de détails, et puis me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire vous expliquer ce que sont les modules bandes, puis ensuite vous expliquer ce que ça veut dire avoir un module brique. Puis une fois que j'aurai expliqué ça, je pense que j'aurai atteint mon but pour aujourd'hui. Alors l'exemple que je vais prendre, ça ne va pas être n'importe quel exemple parce que c'est un exemple qui sera aussi récurrent. Il y a déjà eu des exemples qui sont tombés précédemment. Je vais prendre l'exemple du carquois suivant. Et alors j'hésitais encore à prendre un autre carquois, mais je pense que je vais prendre ce carquois-là. Alors ça me permet de rappeler rapidement ce que c'est un carquois à relation localement aimable ou à relation aimable. C'est un carquois qui doit vérifier quelques propriétés telles que pour chacun des sommets, il doit y avoir au plus 2 flèches sortantes, 2 flèches entrantes. C'est exactement ce qui se produit pour chacun des sommets, notamment pour le sommet 2, où il y a exactement 2 flèches entrantes et 2 flèches sortantes. Il y a des relations à poser sous certaines contraintes, et là les relations que j'ai posées vérifient ces contraintes. Je ne vais pas rappeler toute la définition, si vous voulez revoir cette définition, je vous invite à regarder l'épisode précédent. Et donc ce carquois est bien un carquois à relation aimable, étant donné que si je regarde ce que j'ai ici, et que je m'amuse à faire les chemins de ce carquois, il y a un nombre fini de chemins. Le fait d'avoir un nombre fini de chemins, ça veut dire que l'algèbre derrière est de dimension finie par rapport au corps que j'aurais choisi, donc le corps K. Okay. Donc pour rappel également, l'algèbre qui se cache derrière ce carquois est donnée par le quotient de l'algèbre de chemin. Alors l'algèbre des chemins c'est quoi? C'est l'espace vectoriel engendré en tant que base par les chemins que nous avons dans le carquois, donc essentiellement tous les chemins paresseux et puis toutes les compositions de flèches qu'on peut avoir, donc alpha, bêta, gamma, delta tout seul. Puis après on a delta, alpha, bêta, gamma, et je crois que ce sont les seuls, et après on n'a pas d'autres chemins, quoi. Donc ce sont les seuls chemins qui vont engendrer l'espace vectoriel qui est ici. Et d'ailleurs je dois prendre normalement tous les chemins, donc j'ai oublié de prendre bêta, alpha et tout ça. Mais en quotientant par l'idéal, je vais devoir donc les enlever. Donc si j'avais bêta, alpha dans l'ensemble des chemins que j'avais, je vais l'enlever. Donc je quotiente par ce qu'on appelle l'idéal engendré par l'ensemble des relations. Là pour les relations, je ne vais pas rappeler aussi ce que sont les relations, mais ici c'est essentiellement des compositions de flèches. Donc là c'est donné par bêta, alpha et delta, gamma. Ok, bon, alors ça, c'est pour quelques petits rappels sur les algèbres aimables, à quoi ça peut ressembler, patati patata. Bon, alors c'est quoi un module sur une telle algèbre? Alors déjà, un module, juste pour en reparler très rapidement, c'est quasiment la même chose qu'un espace vectoriel. Quand je dis quasiment, c'est que à la place de travailler avec un corps, on travaille avec normalement un anneau. Voilà. Donc on ne parlera jamais de Z, comme par exemple l'ensemble des entiers relatifs. On ne parlera jamais de Z espace vectoriel, mais on parlera plutôt de Z module. D'accord? Donc c'est la possibilité de travailler je mets des gros guillemets, espaces vectoriels avec des anneaux. J'insiste sur les gros guillemets parce que travailler des modules par rapport à travailler des espaces vectoriels, c'est complètement différent. Déjà, il n'y a plus la notion de base. En général, il n'y a plus une notion de base sur les modules. C'est
c'est assez dommage et c'est assez embêtant en général, puisque bon, on aimerait peut-être pouvoir parler encore de base, mais on n'a pas la possibilité de le faire. Pour vous donner un exemple par rapport à cette histoire, prenez l'ensemble des rationnels, et l'ensemble des rationnels, vous pouvez vous amuser, c'est un exercice, vous pouvez vous amuser à vérifier que les seules familles libres qu'on peut avoir sur Q dans ce Z module, donc vu comme Z module, eh bien les seules familles libres c'est donné par un seul élément. Puisque à partir du moment où j'ai deux rationnels, je peux faire une opération, une combinaison linéaire qui va lier une fraction avec une autre. Donc c'est-à-dire qu'il va nous donner une combinaison Z linéaire qui donne 0. Je vous laisse ça en petit exercice, je pense que ça peut être sympa à faire. Donc voilà, ceci pour vous dire qu'il y a des Z modules pour lesquels il n'y a pas de base. Et donc c'est pour vous dire que oui, même si on n'a pas changé grand-chose, au lieu de travailler avec un corps, on travaille avec un anneau, ça change énormément les modules sur cette algèbre. Là, l'avantage qu'on a en travaillant avec une algèbre, c'est qu'on est encore capable de parler pour le module, mais on va parler de base par rapport à K, le corps avec lequel on a notre algèbre. D'accord ? On va parler de base sur K, on ne va pas parler de base sur l'algèbre, on parle de base sur K. Donc là, ici, on va parler des KQ sur l'idéal module. Alors il y a d'ailleurs des notions de module à gauche, module à droite. Ici, tous mes modules seront considérés à droite. Car oui, il peut y avoir une question de multiplication à gauche, multiplication à droite, qui ne donne pas le même résultat, là, notamment à cause du fait qu'un anneau n'est pas nécessairement commutatif. Là, c'est exactement ce qui se passe pour mon algèbre. L'algèbre n'est absolument pas commutative. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ça. Et pour faire attention à ça, on parle de module à gauche, module à droite. Ici, tous mes modules sont à droite, mais si je voulais les considérer à gauche, ça ne changerait pas énormément de choses dans mon affaire. En tout cas, dans la suite de ce que je vais vous raconter. Et il se trouve que d'écrire tous ces modules sur cette algèbre, ça revient exactement, et ça c'est un résultat que j'ai aussi énoncé dans la première partie, dans la saison 1, je parle dans la saison 1, c'est un résultat que j'avais énoncé en disant que en fait, regarder les modules sur cette algèbre, ça revient exactement à regarder les représentations du carquois à relation. Donc représentation aussi avec le corps K, bien sûr, qui va rentrer en jeu quelque part dans l'affaire. Et donc c'est quoi une représentation ? Une représentation, c'est vous avez votre carquois à relation et pour chacun des sommets, vous mettez un espace vectoriel. Pour chacune des flèches, vous mettez une application linéaire. C'est tout simplement ça. Donc là, typiquement, les représentations de ce carquois vont s'écrire de la manière suivante. On va avoir E qui va vers F, qui va vers G. On a des applications F, G, H, I. Et il y a des relations quand même à vérifier. Ces relations vont se traduire pour les morphismes en des compositions qui vont devoir valoir 0. Donc là, notamment, avec les deux conditions suivantes, il faut que la composition IH et la composition GF donnent tous deux 0. Voilà ce que sont des représentations pour un carquois en relation aimable, voire même en relation de corde si on voulait. Il n'y a aucun problème avec tout ça. Tout ce qu'on demande, c'est que la composition donc, des morphismes donne 0 si ça correspond à une relation du carquois. Bon, alors maintenant que j'ai dit ça, très bien. Nous avons donc les représentations. Et en fait, parmi les représentations... Alors, il y a les représentations et ces représentations forment une catégorie. Alors, c'est quoi une catégorie ? Là aussi, je vais le dire très rapidement. J'en ai aussi bien parlé dans la saison 1. Mais pour le dire très rapidement, une catégorie, c'est fait d'un ensemble d'éléments qui forment les objets de la catégorie. Donc là, par exemple, quand je parle de cette catégorie-là, je dis que les objets sont les modules. Pour cette catégorie-là, ça serait regarder les représentations. Donc regardez ces choses-là. Et il faut des morphismes entre ces objets. Des morphismes qui doivent quand même respecter certaines conditions, donc notamment respecter la structure des objets. C'est comme quand on parle de morphisme de groupe, il faut que ça préserve la structure de groupe. Morphisme d'espace vectoriel, les applications linéaires, préservent la propriété d'espace vectoriel. D'accord ? C'est exactement la même idée.
Bon bah là pour les représentations, les morphismes, ça va être des choses comme ça, juste pour le rappel. Donc les morphismes, on va avoir une représentation donnée par les applications et les espaces vectoriels suivants. On en a un autre, E', F', G', F', G', H', I'. Et bah, ce que je vais faire, donc un morphisme, c'est la donnée d'une collection de morphismes d'applications linéaires, donc, pour chacun des sommets. Et donc ce que je fais, c'est que je fais une application qui part donc de l'espace vectoriel qui se trouve sur le sommet 1 pour la première représentation vers l'espace vectoriel dans le sommet 1 de la deuxième représentation. Puis je fais pareil pour chacun des sommets. Ce sont des applications linéaires. Et ce que je demande, c'est que pour chacune des flèches, j'obtiens ce qu'on appelle un carré commutatif. C'est-à-dire que si je fais f puis phi2, c'est la même chose que phi1 puis f', qui s'écrit donc f' rond phi1, c'est la même chose que phi2 rond f. Je veux également que h' rond phi1, ce soit égal à phi2 rond h. Et ainsi de suite, hein. Je ne vais pas vous écrire toutes les relations, vous pouvez vous amuser à les deviner pour ce qui se passe de ce côté-là. D'accord ? Et évidemment, les deux représentations, comme c'est des représentations du capote de départ, il faut que ça satisfasse cette condition-là aussi. Hein. D'accord ? Donc les morphismes de chacune des représentations vérifient cette condition. Mais pour vous donner la définition de morphisme entre deux représentations, c'est exactement cette définition-là. Vous avez une collection de morphismes, phi1, phi2, phi3, qui doivent respecter des carrés commutatifs tels que ceux-là. Donc c'est ça les morphismes. Et donc une catégorie, c'est la donnée d'un côté d'objets, qui sont donc ici les représentations, de l'autre côté des morphismes. Et ces morphismes, il doit y avoir le morphisme identité, etc., etc. Il doit y avoir quelques petites propriétés que je ne vais pas préciser, mais sous certaines conditions, on va avoir une catégorie. Et là, le lien que j'ai donné entre ces deux catégories, c'est ce qu'on appelle une équivalence de catégorie. C'est pas tout à fait une bijection, mais c'est quasiment une bijection. C'est-à-dire on a une bijection entre les objets et les morphismes, d'une certaine manière, se comportent de la même manière de chaque côté. Voilà, bon. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui se passe. Alors on peut parler d'isomorphisme si et seulement si chacun des phi1, phi2, phi3 sont bijectifs. Donc ce sont des isomorphismes aussi. Ok ? Donc on peut parler d'isomorphisme à condition que chacun des phi soit des isomorphismes. Ok. Voilà, et parmi les représentations, ceux qui vont nous intéresser à partir de maintenant, ce sont les représentations de dimension finie sur le sommet K. Je répète que c'est de dimension finie sur... j'ai dit sur le sommet K, mais sur le corps K. Je répète que c'est par rapport au corps, c'est pas par rapport à l'algèbre. Hein. Je le répète encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement un module n'a pas nécessairement... Il n'y a pas nécessairement la notion de base pour un module. D'accord ? Mais par contre... Quand je travaille avec un cas algèbre, une cas algèbre, eh bien ce qui se passe, c'est que je peux travailler les modules en les voyant comme des cas espaces vectoriels, mais seulement sur le corps K qui agit sur l'algèbre. Pas sur l'algèbre en entier, mais juste sur le corps K. D'accord ? Donc là, je peux parler de dimension d'une certaine manière de mon module, et la dimension du module, de la représentation que vous voyez, en fait, c'est exactement le vecteur donné par la dimension de chacun des espaces vectoriels en jeu. Donc ça serait la dimension de F, dimension de E, dimension de F, dimension de G, par exemple. Ok ? Donc voilà, je parle ici maintenant, à partir de maintenant, tous mes espaces vectoriels, E, F, G, etc. sont de dimension finie, et on peut amener la notion de somme directe et d'indécomposable. Alors je vais effacer un petit peu, histoire d'avoir de la place. Je vais vous rappeler très rapidement ce que c'est la somme directe entre deux représentations, ou en tout cas vous dire ce que c'est. Donc j'ai, alors disons H, I, J, et puis alpha, ouais, c'était pas une bonne idée ça. A, B, C, D, disons. A, B, C, D. Alors si je veux faire la somme directe entre ces deux représentations, je vous rappelle que les compositions doivent être égales à 0, hein, donc BA vaut 0, DC vaut 0. Alors faire la somme directe entre deux représentations, c'est exactement faire la somme directe des espaces vectoriels en chaque sommet. Donc je fais E plus H, F plus I, G plus J.
Et pour les morphismes, je fais également la somme directe. Et comment ça marche la somme directe entre des morphismes? Eh bien, c'est comme si je donnais une application qui va agir diagonalement. Donc, c'est-à-dire que les éléments de E vont être envoyés vers les éléments de F par le morphisme F qui était là précédemment. Les éléments de E vont être envoyés vers I juste par le morphisme nul. Les éléments de H vont être envoyés vers F par le morphisme nul. Et les éléments de H vers I vont être envoyés par le morphisme A. Et je fais pareil partout. Donc ici, je vais avoir H00C. Ici, je vais avoir G00B. Et ici, je vais avoir I00D. Ça me permet de préciser une chose. Quand je parle de somme directe, je parle de somme en termes de copie. C'est important, donc ça veut dire que si je fais la somme directe de K avec K, pour moi c'est la même chose que K2. C'est comme si, enfin dans ma tête, c'est comme si je voyais deux droites dans un espace vectoriel et que je fais la somme directe de ces deux droites qui ne sont pas égales. Quand je fais la somme directe de deux droites qui ne sont pas égales, ça me donne un plan. D'accord? Donc c'est comme ça que je vois les choses ici, quand on fait des sommes directes de représentation. Pour les espaces vectoriels, on fait des sommes directes en termes de copie des espaces vectoriels. Et donc, bon, maintenant, je peux vous amener la définition de représentation indécomposable. Bon, en fait, une représentation indécomposable, c'est une représentation X qui, si je peux être isomorphe à une somme directe, alors il faut que l'un des deux facteurs de la somme directe soit 0. Donc ça veut dire soit y égale 0 ou z vaut 0. Donc ça veut dire qu'il est en soi impossible donc de décomposer en somme directe une représentation donnée. Okay, donc c'est ça la notion de représentation indécomposable. Et une des questions qui nous vient très vite à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'une représentation indécomposable d'un carquois à relation? Quelles sont les représentations indécomposables d'un carquois à relation aimable? Eh bien, il y a deux familles et je vais directement vous donner le gros résultat. Encore une fois, comme je l'ai dit, mon but c'est vraiment de survoler un petit peu la théorie, vous donner peut-être envie d'aller jeter un coup d'œil plus précis à la chose, si vous le souhaitez. Mais je veux essentiellement vous raconter le minimum pour pouvoir comprendre la suite de ce que je vais vous raconter, donc la suite de mon récit. Alors je vais directement vous balancer un résultat, théorème que j'avais aussi énoncé, je crois, en épisode 1i, pardon, donc dans la saison 1. Alors je ne sais plus quelle année, je crois que c'est 87 à vérifier, mais... Donc c'est un théorème assez ancien. Alors si vous regardez ce papier-là, c'est vrai que ce papier est assez vieux, donc c'est peut-être un peu compliqué de comprendre tout ce qui est écrit dedans, si vous avez la curiosité d'aller voir. Mais je pense qu'il y a pas mal d'articles qui parlent d'algèbre aimable. Dès que vous cherchez un article qui parle d'algèbre aimable, la mention de ce résultat est automatiquement faite. Donc si vous cherchez gentle algebras, si vous cherchez string algebras, des choses comme ça, évidemment les articles sont en anglais, hein, donc c'est pas ma faute si les articles sont en anglais, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, c'est la langue universelle pour pouvoir communiquer des résultats de manière internationale, donc automatiquement, on n'a pas le choix. Donc les articles sont en anglais, mais voilà, si vous cherchez gentle algebras ou string algebra, je pense que vous pourrez retrouver ce résultat énoncé de plusieurs manières différentes. Mais si vous voulez voir une preuve précise, je pense que seul l'article de base le donne vraiment. Bref. Donc le théorème dit la chose suivante. Donc si j'ai un carquois en relation localement aimable, alors les classes d'isomorphisme, donc ça veut dire que je regarde juste les représentations à isomorphisme près. Les classes d'isomorphisme des représentations, donc des représentations indécomposables, sont données par deux choses. Il y a deux familles de représentations. Il y a les représentations qu'on appelle les représentations cordes, et il y a les représentations qu'on appelle représentations
bande. Et ça y est, on commence à toucher beaucoup plus du doigt ce que ça veut dire avoir un module bande. Donc en fait, un module bande, c'est la même chose qu'une représentation bande. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est une représentation corde, car j'ai besoin de la notion de corde avant de vous amener la notion de bande. C'est quoi une corde? Alors je vous en avais parlé très rapidement dans l'épisode précédent, et puis j'en ai déjà parlé aussi dans la saison 1. Une corde, c'est une marche dans le carquois. Une marche, c'est quoi? C'est que vous avez cette fois-ci la possibilité non seulement de faire un chemin, mais vous avez aussi le droit de suivre des flèches dans le sens inverse. D'accord? Donc, typiquement, pour vous donner un exemple de ce que peut être une corde, je pourrais très bien faire 1 qui descend vers 2, qui descend vers 3, alpha, bêta, je remonte vers 2 par delta, je redescends vers 3 par bêta, je remonte via delta par 2, je peux remonter vers 1 par exemple, alpha, je redescends vers 2 par gamma. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Oui, j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise. Réfléchissons. Oui, j'ai fait alpha, bêta. Ici, c'est pas bien. Ok, alors c'est alpha, delta. C'est bon ce que je me disais. Donc là, c'est alpha, delta. Delta, ici j'ai bêta. Bêta, ici j'ai delta. Delta, ici c'est bêta, gamma. Voilà. Je me disais, il y avait un truc qui n'allait pas. Donc je me rattrape. Bêta, gamma. Et ici, je mets alpha. Voilà. Bon, voilà un exemple de corde. Alors, comme vous pouvez le voir, les cordes, on peut les dessiner de cette manière-là, en fait, en faisant pointer les flèches toutes vers le bas, et le parcours donc, de la marche va être essentiellement désigné par les flèches qu'on parcourt et les sommets que l'on parcourt également. Okay, et je les dessine un peu comme une montagne. D'une certaine manière, c'est un peu comme une montagne. Un chemin de digue, même si vous connaissez un peu la terminologie, j'en ai parlé aussi en exode-code, ça ressemble un petit peu à un chemin de digue, d'une certaine manière. Mais bref, donc ça c'est une corde. Et donc qu'est-ce qu'il y a comme propriété que doit vérifier une corde? Par exemple, il y avait une erreur que j'avais faite juste avant d'effacer et de corriger. J'avais mis alpha, bêta, ça j'ai pas le droit parce que c'est une relation. Donc j'ai pas le droit de suivre deux flèches consécutives telles que la composition des deux flèches donne une relation. Ça j'ai pas le droit. Un autre truc, c'est vous pouvez remarquer que je ne fais pas delta puis redelta pour remonter la flèche. Ça par exemple aussi j'ai pas le droit. Il faut que ma corde soit ce qu'on appelle réduit. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir delta, delta moins 1 d'une certaine manière. Donc, parce que delta, delta moins 1 ça simplifie. Encore une fois, si vous voyez ça comme une opération avec des éléments d'un groupe ou je sais pas quoi, bah, delta, delta moins 1 ça donne l'identité d'une certaine manière. Donc j'ai pas le droit d'avoir ça. Et c'est essentiellement les seules choses que j'ai pas le droit d'avoir. D'accord? Donc c'est ça une corde. Et en fait, à partir d'une corde, on peut définir une représentation. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail ici, mais si je voulais avoir la représentation, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est pour chacun des sommets. Peut-être que je peux le faire. Je regarde le temps que j'ai là. Ouais, je suis à tout juste 30 minutes, donc je vais peut-être essayer de vous le faire. Alors, pour chacun des sommets, je vais mettre une variable. Donc, je vais mettre x1, x2, x3. Je pense que ça peut être bien de le faire quoi. x4, x5, x6, x7, x8. Puis j'oublie pas les flèches, hein, donc c'est alpha, delta, bêta, gamma, alpha. Voilà. Donc je me donne une collection de variables formelles. Et à partir de ces variables, en fait les flèches que j'ai données me donnent exactement un morphisme. Si je vois les éléments, les xi, comme des vecteurs dans les espaces vectoriels qui sont en jeu, et si je me dis que chacun des xi, si je regarde les xi qui sont les variables qui apparaissent pour le même sommet, si je dis que ces xi forment une base de l'espace vectoriel qui se trouve au sommet correspondant, donc là par exemple si je dis que x2, x4, x6, x8 sont les variables les vecteurs qui engendrent l'espace vectoriel au sommet 2, si je vois ça, eh bien je peux remarquer que je décris complètement les morphismes, alpha, etc., alpha, bêta et tout ça, grâce à ces flèches. Je vois que x1 doit être envoyé vers x2, etc., etc. Je vais l'écrire complètement. Ce que je vais obtenir, c'est que pour le sommet 1, je vais avoir l'espace vectoriel engendré par x1 et x7. Je vais avoir mes deux morphismes à expliciter. Après, pour le sommet 2, je vais avoir celui engendré par x2, x4, x6, x8. Et pour le sommet 3, je vais avoir x3, x5,
x3, x5. Voilà, donc ça ce sont pour les espaces vectoriels, donc j'ai un espace vectoriel de dimension 2, 4, 2, ok. Et puis maintenant pour les morphismes, je vois que x1 est envoyé via alpha vers x2, donc x1 est envoyé vers x2, et je vois que x7 est envoyé vers, donc x7 est envoyé vers x8 par alpha, x8 j'ai dit. Pour le deuxième morphisme, je vois que gamma envoie x7 vers x6, donc là j'ai x7 vers x6, et comme j'ai pas de flèche gamma qui partent de x1, et ça veut dire que x1 doit être envoyé vers 0. Donc 0. Et puis je vais faire pareil ici, donc là j'ai x2 qui doit être envoyé vers x3, par delta d'ailleurs, c'est pas par bêta, donc c'est par gamma, pardon. Par contre, par bêta, c'est x4 qui doit être envoyé vers x3. Voilà. Donc x4 doit être envoyé vers x3 par bêta, x6 doit être envoyé vers x5 par bêta. Et puis je vois que x4, donc x2 doit être envoyé vers x3 par delta. Et puis j'ai quoi? J'ai x... delta, c'est tout. Donc tous les autres x, x8, pareil, ouais. Donc tous les autres x vont devoir être envoyés vers 0. Je les écris pas, mais tous les autres xi que j'ai pas mentionnés sont envoyés vers 0. Donc notamment, x2 est envoyé vers 0 par bêta. Bon maintenant que j'ai ça, en fait je peux jouer à l'isomorphisme près et donner carrément les matrices qui sont derrière, donc, et les espaces vectoriels qui sont derrière. Donc ça veut dire que pour sommet 1, j'ai K2. Ensuite, je vais avoir, donc là, le morphisme, alors ici j'ai K4. Puis ici j'ai K2. Et puis le morphisme est donné par la matrice suivante. Donc la matrice suivante, je le fais exactement comme je le ferais en prépa. Donc là j'ai deux bases. Je sais comment le morphisme se comporte par rapport aux bases. J'ai plus qu'à décrire. Je sais que x1 doit être envoyé vers x2. Donc ça veut dire que le premier élément de la base est envoyé vers le premier élément de la base de l'autre base. Donc j'obtiens ceci. Et le deuxième élément de la base doit être envoyé vers le dernier. Donc j'obtiens ceci. Voilà le morphisme correspondant à alpha. Pour delta, je vois que le premier est envoyé vers 0, et le deuxième va être envoyé vers le troisième, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc je vais avoir 0, 0, 1, 0. Je continue, juste histoire de vous montrer, de vous faire tout l'exercice. Donc après, je vois que x2 est envoyé vers 0, pour K2. Je vois que x4 est envoyé vers x3, donc ça veut dire que le deuxième ici est envoyé vers le premier vecteur. Je vois que x6 est envoyé vers x5, donc ça veut dire que le troisième est envoyé vers le deuxième, et après le dernier est envoyé vers 0. Et puis enfin, le dernier en bas, j'ai x2 qui est envoyé vers x3, donc x2 est envoyé vers x3, donc 1, 0. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc après, c'est que des zéros. Et voilà. Voilà donc la représentation que j'obtiens à isomorphisme près à partir de la corde. Et vous voyez un peu la construction, comment ça fonctionne. J'espère que j'ai réussi à ne pas trop vous perdre dans cette construction. Et il se trouve que toutes les représentations indécomposables cordes s'obtiennent de cette manière-là. Donc les représentations indécomposables sont données par les cordes, mais aussi par les bandes, et je vais y venir dans un instant comment ça marche pour les bandes. Je vais peut-être pas faire toute la description pour les bandes, même si on se penchera davantage sur cela, mais bon, je vais y venir, vous en faites pas. Bref, donc voilà comment ça marche pour les cordes, et d'ailleurs on peut préciser les isomorphismes entre les représentations de cordes. On va remarquer que deux cordes vont donner la même représentation si et seulement si les cordes étaient les mêmes, ou alors si on l'avait lu dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'avais lu la corde dans l'autre sens, et que je fais exactement la même construction, je vais me retrouver avec une représentation qui est isomorphe à celle-là. D'accord? Et en fait, c'est toujours vrai. Donc je vais maintenant effacer un petit peu tout ce que j'ai fait là. J'espère que j'ai réussi à être clair sur cette construction. Et donc en effet, il y a un truc important à dire ici, c'est qu'une représentation, si j'ai m rho qui est isomorphe à m mu, avec rho et mu des cordes, alors ça c'est la même chose que de dire que rho est égal à mu, ou rho est égal à mu moins 1. Donc ça veut dire que soit les deux cordes étaient les mêmes au départ, soit il y avait une corde qui était lue dans le sens inverse de l'autre.
Bien, alors maintenant, c'est quoi une bande? Je pense que j'ai dit suffisamment de choses sur les cordes. C'est quoi une représentation de bande? Alors, c'est quoi une bande déjà? Une bande, c'est la même chose qu'une corde, presque. C'est presque la même chose qu'une corde. La seule condition, c'est que... Enfin, les seules conditions, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Les seules conditions, c'est la première, que la corde commence et finit au même endroit. Donc là, par exemple, une bande possible, ce serait celle-ci. Voilà, donc ça par exemple, alpha, delta, bêta, gamma, ça par exemple c'est une bande. Et en général on entoure le sommet par lequel on a commencé et donc par lequel on finit. Donc c'est une corde qui doit commencer et finir au même endroit, tel que si je fais plusieurs fois la même corde et que je concatène les cordes, j'obtiens encore une corde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter que les deux flèches ici ne puissent pas se composer en termes de marche. D'accord? Donc, ce qui pourrait arriver, c'est que les deux flèches ici soient en relation. Et ça, on veut éviter, par exemple. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que la condition que de répéter plusieurs fois, ça donne toujours une bande, est importante. Et un autre truc, c'est que cette bande-là, je ne peux pas la découper en deux bandes plus petites, qui sont les mêmes. Je ne peux pas la découper en deux bandes plus petites qui sont les mêmes. Je ne peux pas dire, je vais de 1 vers 1, puis ensuite je revais de 1 vers 1 avec le même chemin. Et je peux pas... Donc en gros, ça veut dire que je ne peux pas écrire cette corde comme une puissance d'une autre corde. Donc ces conditions-là, donc ça veut dire que la corde est primitive. Tiens, primitive, c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu si vous avez suivi les cours recherche. C'est un mot que vous avez entendu dans les premiers épisodes concernant les mots. On va dire que c'est pas totalement pour rien qu'il y a le mot primitif qui apparaît ici, par rapport à ce que je raconte. Mais bon, normalement ça n'a aucun lien. Au départ, il n'y a vraiment aucun lien entre ce que je dis là et le mot primitif pour les mots. Même si, en effet, le mot primitif a vraiment le même sens que pour les mots ici. C'est-à-dire que ça veut dire que ce truc-là ne peut pas s'écrire comme une puissance d'un autre truc plus petit. Et donc, comment je ferais pour avoir une représentation bande? Alors cette fois-ci, pour avoir une représentation bande, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est plus juste avoir une seule variable pour chacun des sommets, mais je vais plutôt mettre plusieurs variables et le même nombre de variables pour chacun des sommets. Donc je vais dire, je vais en mettre 3 ici, 3 ici, 3 ici, etc. etc. Et les morphismes que je vais mettre, c'est des morphismes d'identité, sauf le dernier qui sera un bloc de Jordan. D'accord? Donc ça sera un bloc de Jordan avec un lambda qui va apparaître, ou un lambda moins 1, un lambda inverse, suivant dans quel sens je lis la dernière flèche. Là, comme je le lis à l'envers, ça va être un lambda moins 1. Et à partir de là, je vais pouvoir donner la forme de la représentation bande que je vais obtenir. Alors là, je vais aller assez vite, mais donc en effet, pour définir les représentations bandes, il me faut donc plusieurs paramètres. Il me faut la bande. Tout à l'heure, c'était gros ça. Donc il me faut la bande. Il me faut une valeur qui va être dans le corps et une valeur qui doit être non nulle. Lambda, qui va m'aider à faire le bloc de Jordan. Et le dernier truc qu'il faut, c'est la dimension, c'est-à-dire le nombre de variables que je vais mettre dans chacun des sommets. Alors là, je vais faire un petit exemple. Si je prends lambda égale 2 et si je prends d égale 3, qu'est-ce que je vais obtenir dans cet exemple? Là, je fais le calcul très rapidement. Eh bien, je vais avoir K3. Alors là, je vais avoir K3, 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 donc K9. Ici, je vais avoir, pour le sommet 3, je vais avoir K6. Et ensuite, pour les morphismes, alors là c'est peut-être un peu technique, mais pour les morphismes, j'ai le alpha qui envoie sur la première copie, donc ça veut dire que j'ai ici identité 3, 0, 0. Donc ça c'est pour alpha. Pour gamma, c'est la dernière copie. Donc normalement pour gamma, je dois avoir 0, 0. Et là je mets un bloc de Jordan de taille 3 avec le paramètre lambda moins 1. Donc 2 puissance moins 1. Ici, je vais avoir, là c'est un peu pareil, c'est pas très simple de voir, mais j'ai la première copie et la deuxième copie qui sont, pour bêta, c'est la deuxième copie qui est envoyée vers la première copie, la troisième qui est envoyée vers la première. Donc là, je vais avoir le premier qui est envoyé vers 0, 0, le deuxième qui est envoyé vers identité 3. J'essaie de faire bien attention, donc identité 3, 0, et le dernier c'est 0, identité 3. Donc là, j'écris des matrices blocs, bien sûr. Puis là, le dernier, donc ici, c'est identité 3, 0, et puis 0, identité 3,
et 0, 0. Donc voilà, là j'ai vraiment skippé toute la partie où je mets les variables, où j'explique les morphismes, patati patata. J'ai passé tout ça, je vous ai directement donné le résultat du module bande qu'on aurait obtenu à partir de la représentation de bande qu'on aurait obtenu à partir de cette bande et des valeurs que j'ai choisies. Donc là j'ai mis 2, mais j'aurais pu juste laisser lambda tout court. Je pense que c'est pas la peine que je mette une valeur pour lambda. Donc là j'aurai lambda moins 1. Le bloc de Jordan, c'est le bloc qui s'écrit ici lambda, 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 1, 1 et que des zéros ailleurs. Hein. Juste histoire de vous rappeler un petit peu. Donc c'est ça le bloc de Jordan dont je parle. Donc vous avez ce bloc de Jordan et vous remplacez lambda par lambda moins 1. Puis après c'est que des blocs d'identité. Donc voilà comment je peux construire les représentations de bande. Et il se trouve que donc si je regarde les représentations de cordes et les représentations de bande, eh bien ça me donne toutes les représentations indécomposables à isomorphisme près. Voilà. Donc voilà le gros résultat, sans rentrer dans tous les détails. Par contre les bandes, ça peut être bien de retenir qu'il s'agit vraiment de marches, parce que c'est ceux qui vont nous intéresser le plus, c'est pour ça que je dis que c'est important de le retenir. Ce sont des marches dans le carquois qui vérifient quelques propriétés comme pour les cordes, hein, donc il faut éviter des relations, il faut éviter de lire une flèche dans un sens et dans le sens inverse. Mais en plus de ça, il faut partir et arriver par le même sommet. Il faut faire en sorte que si je fais plusieurs fois la même corde, ça me donne une nouvelle corde. Et enfin, il faut s'assurer que la corde que j'ai, c'est pas une puissance d'une corde plus petite. Bon, alors maintenant que j'ai rappelé tout ça, il me reste un dernier truc à vous dire, c'est quoi une brique? Et une fois que je vous aurai dit ça, j'en aurai terminé pour aujourd'hui. Bon bref, et c'est quoi une brique? Alors on dira qu'une représentation est une brique si et seulement si, quand je regarde le morphisme, donc la représentation x est une brique, si je regarde les morphismes qu'il y a entre x et lui-même, eh bien il n'y a que l'identité à un scalaire près. C'est ça, avoir une brique. Alors juste pour vous donner un exemple très rapide. Voilà. Donc si je prends cette représentation-là, qui se trouve être une représentation bande, donc si je prends cette représentation-là, quand je regarde les morphismes qu'on peut avoir, eh bien je vais me rendre compte qu'il n'y a que l'identité. En effet, hop, donc je l'écris, tac, tac. Étant donné qu'on a des applications linéaires, les applications linéaires, ça veut dire qu'on doit multiplier par un scalaire, hein, donc on a A ici et B ici, disons, on doit multiplier par des scalaires. Et donc d'après la première flèche, donc, vous voyez que l'identité, vous avez A fois l'identité, donc A fois 1, qui doit faire la même chose que 1 fois B. Donc vous voyez que rien que par un des deux carrés commutatifs, on n'a que A égale B. Le dernier morphisme, c'est pas grave qu'il valent 0, hein, c'est juste que c'est l'identité pour la représentation qui est en jeu. Donc en effet, le résultat final, c'est que phi, qui est donc phi 1, phi 2, phi 3, eh bien c'est bien égal à A fois l'identité du morphisme de la représentation qui est en jeu. Donc ça veut dire que la représentation qui est ici, c'est bien une représentation brique. Et il y a beaucoup de représentations qui ne sont pas nécessairement des représentations briques. D'accord? Et on se penchera sur la question, je pense, au prochain numéro. Puisque pour ce prochain numéro, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est donc en continuant à travailler avec ces modules bande, et notamment bande brique, on va pouvoir voir grâce au modèle géométrique, car je vais y revenir donc, pour le prochain épisode, grâce au modèle géométrique, je vais pouvoir vous dire assez facilement à quelles conditions est-ce qu'une représentation est une brique ou non. Ça va juste être une histoire de deux courbes qui s'intersectent ou pas. Qui s'intersectent tout seul ou pas. Si j'ai une courbe qui s'intersecte elle-même, alors ça va pas être une brique. Et si elle ne s'intersecte pas elle-même, alors ça va être une brique. C'est quand même assez joli de voir une interprétation des morphismes qui se donnent directement juste par des courbes sur une surface. Et donc ça va être tout l'enjeu du numéro suivant, je pense, de ce point recherche. Bon voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ce numéro de point recherche vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par ce qui peut se faire en recherche, et donc notamment par cette vidéo ou par cette saison. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos retours, vos questions, vos remarques concernant donc cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vais encore me planter comme d'habitude, mais voilà, pour vous abonner c'est ici.
C'est une des dernières vidéos où je laisse le lien pour aller jeter un coup d'œil à ce que fait ma sœur en chanson, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment super. Donc soutenez-la, elle en a vraiment besoin pour pouvoir sortir toutes ces musiques sans avoir de problème de droit d'auteur. Donc voilà, 2 petites vidéos vont s'afficher pour continuer à naviguer sur la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!